Plus de bagnoles dans la métropole, c'est une utopie à laquelle nous croyons au JT. Bonjour à tous, nous allons débattre de cette utopie en se demandant si on peut s'inspirer des exemples étrangers, quels sont les freins et comment y parvenir dans l'agglomération toulousaine. Nous allons débattre de ceci avec nos invités du jour. Nadia Pelfig, bonjour. Bonjour. Vice-présidente de la région Occitanie en charge du développement économique, de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Jean-Michel Latte, vous êtes premier adjoint de la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole et président de Tisséo, le réseau de transport en commun de la métropole, du Sicoval et du Muretin. C'est la grande agglomération. 115 communes. François Saint-Pierre, bonjour. Vous êtes membre du bureau du CODEV. Le CODEV, c'est le conseil de développement de la métropole et donc qui fait le lien entre elle et la société civile. Et enfin, Jean-Luc Maté. Vous êtes vice-président d'Automotech, le cluster qui regroupe plus de 80 entreprises du secteur automobile dans la région. Et vous êtes un des pionniers du transport intelligent, du véhicule intelligent, ancien président notamment de Continental France. Et puis enfin, Thomas Champion. Thomas Champion, vous êtes donc le fondateur de Politiseur.com, la plateforme qui relie les élus aux citoyens. Et donc vous allez jouer le rôle des citoyens. Tout à fait. Et dans le cadre de ce débat, nous avons donc consulté les métropolitains et métropolitaines sur leur vision du Grand Toulouse sans voiture. Et j'aurai l'occasion de partager avec vous le fruit de leur réflexion au fur et à mesure des discussions et des échanges. Voilà, j'ajoute que le JT a publié un dossier spécial à retrouver chez votre marchand de journaux et je vous promets que d'ici la fin du débat, il y en aura un sur ce bureau. Alors commençons par bien comprendre le problème. Sur près de 4 millions de déplacements enregistrés chaque jour dans l'agglomération toulousaine, 60% sont effectués en voiture. Toulouse est la ville de France où la voiture est le plus utilisée. Résultat, c'est la congestion du trafic avec près de 3,5 millions d'embouteillages recensés l'an dernier sur l'application Waze. Rappelons que pour déplacer une personne, la voiture pollue 3 à 4 fois plus qu'un bus. Une pollution responsable, on le sait, d'une partie du réchauffement climatique et dont les particules fines provoqueraient près de 50 000 décès en France chaque année. La conclusion, c'est vous qui l'avez déjà tirée, François Saint-Pierre, du Conseil de développement de la métropole. Pour vous, nous n'avons plus le choix, il est urgent d'agir. Ah bon, exactement, c'est-à-dire que je ne pense pas que les élus n'aient pas compris le problème. Depuis quelques années, Toulouse commence à bouger, mais sur une logique qui est assez simple, on va faire des efforts en transport en commun et pénaliser l'usage de la voiture, en espérant que tout ça puisse s'équilibrer. Or, moi, ce que je dis, c'est que tout ça, il faut le faire, hein, c'est pas du tout... Mais c'est, comme on dit dans les problèmes de changement, c'est le gradient de changement qui va pas assez vite. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que l'augmentation de la ville, qui est quand même exceptionnelle, fait que les gens arrivent de plus en plus, que la place, elle, n'augmente plus, la place disponible pour les déplacements. Donc, malgré tous les efforts qu'on fait, on est sur une sorte d'impasse. Et là, nous, ce qui nous est à faire, on est à l'interface entre la société civile, des citoyens, mais des citoyens, je dirais, un peu engagés, soit des responsables économiques, soit des associations, etc., se rendent compte qu'il faut passer la vitesse au-dessus. La question, puisqu'on est ici dans un journal des solutions, c'est comment. Et là, il y a quelques pistes nouvelles qui arrivent un petit peu, n'empêche qu'il y a des pistes anciennes qui peut-être n'ont pas été assez développées, comme effectivement l'adaptation de l'urbanisme. On a évoqué, alors de suite, hein, on s'intéresse à vous, Monsieur Latte. La commission d'enquête publique a remis en fin de semaine dernière un avis favorable sur le projet mobilité 2020, 2025, 2030. Si je résume, 3e ligne de métro, qui sera interconnectée avec la ligne B, un réseau Superbus Linéo, donc ça en fait c'est les grands bus à deux parties, c'est les grilles argent, un téléphérique urbain, l'extension des parcs relais, extension du réseau cyclable, extension de tout ce qui est covoiturage, d'autopartage, et le tout pour un plan de 3,8 milliards d'euros. Qui est le plan le plus important, à part Paris, en niveau. C'est un plan considérable avec un rapport qui a été rendu par la Commission qui est très intéressant parce qu'il met
fois en avant nos points forts et nos points faibles quand même. Les points forts, c'est la structure de transport qui est proposée, où il est reconnu qu'on va vers du capacitaire et la Commission a considéré qu'il fallait faire du capacitaire. Par contre, là où on doit progresser, c'est les deux réserves du rapport, c'est sur les modes doux, les modes actifs, à savoir le réseau vélo, qui aujourd'hui est trop isolé de métropole à métropole. Il faut créer des réseaux entre les métropoles. Et puis la marche à pied qui apparaît comme insuffisamment développée dans notre projet. Donc un rapport qui est très intéressant globalement, qui est très positif. La Commission a dit, et c'est rare dans un rapport juridique, que c'était un plan courageux, mais qui doit se développer sur le plan des modes actifs. Nadia Pelfig, quel est l'impact de ces embouteillages, de cette pollution sur le développement économique des territoires? Ouais, écoutez, moi sur ce débat-là, il y a évidemment un défi économique à relever, mais si vous me le permettez, l'impact est multiple. Il y a l'impact sur les individus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le matin, après le salut, ça va, vous commentez soit la météo, soit les embouteillages. On peut considérer que s'il y avait moins de temps passé dans les transports, il y aurait un bien-être, une productivité au travail qui pourrait être différente. Et puis, il y a le fait que même si on est une métropole attractive, une région attractive, il y a un certain nombre de freins à ce développement économique parce que justement, on ne peut pas rejoindre les centres d'activité économique dans des délais décents. Aujourd'hui, même, je recevais des dirigeants d'entreprise qui me disent « Écoutez, moi j'ai mis 50 minutes à venir de Paris à Toulouse, mais je mets 1h30 pour aller de l'aéroport à un autre endroit et c'est un frein au développement économique à l'évidence. » Et puis, sur le chapitre économique, au-delà du défi sociétal, face à la congestion, défi environnemental, vous l'avez rappelé, taux de mortalité, le défi économique, c'est aussi d'anticiper le nouveau modèle économique pour des nouveaux entrants sur le marché des mobilités. Aujourd'hui, quand on parle de voitures, on parle aux constructeurs et la filière automobile est forte en France, mais il y a des nouveaux entrants que sont Apple, que sont Google. Et si on veut sauver aussi notre filière automobile française, il faut être en capacité de changer de modèle économique sur la manière de passer d'une réflexion sur les transports à une réflexion sur les services de mobilité. Et donc de passer aussi de la notion de propriété de véhicule. Quand vous avez un propriétaire de véhicule qui a investi en capital pour une voiture, normalement, il voudra amortir et donc utiliser le plus possible ce sur quoi il investit. Si vous passez de cette notion de propriété à cette notion d'usage et d'offrir un service de mobilité, et je crois que la 4e ville de France se doit aujourd'hui d'offrir des services à la mobilité, alors vous avez un impact économique à différents titres. Sur les individus, la manière dont ils vivent leurs déplacements, mais également sur la capacité à accompagner des filières automobiles, mais également celle des systèmes embarqués, on parle de véhicules autonomes, vous en parlerez sûrement mieux que moi, ou celui des applications numériques qui permettent d'offrir des outils tout en un, qui conjuguent automobile, transport en commun, mobilité active, le vélo ou pas, piétonisation. Et l'enjeu de demain en matière de développement économique, c'est celui de réduire la congestion bien sûr, mais c'est aussi de projeter une économie dans une ère nouvelle à la jonction des mutations environnementales et sociétales qui se nouent ailleurs. Et si nous n'apportons pas les solutions ici en territoire, elles sont apportées ailleurs au détriment des filières qui ont structuré notre économie jusqu'à présent. Alors justement, Jean-Luc Maté, est-ce que la filière automobile est prête à faire cette... C'est une question, et M. Saint-Pierre l'a dit, c'est pas une question nouvelle. C'est une question qui est extrêmement ancienne, elle a une vingtaine d'années. La problématique aujourd'hui, c'est celle de la volonté des citoyens d'aller vers une direction qui est celle qui est absolument souhaitée pour retrouver une mobilité acceptable. La topologie de la ville de Toulouse et son niveau de trafic routier n'est pas en adéquation, c'est évident. Les heures de pointe aujourd'hui saturent complètement les voies de circulation et on sait que, pourquoi? Premièrement, Nadia l'a dit, on utilise son véhicule personnel 5% du temps par jour. Il est aujourd'hui occupé par 1,1 personne en moyenne. C'est le chiffre parce que c'est quand même les Ah non, mais plus écoutez, c'est importants. très important parce que 95% du temps, la voiture est en rien. stockage, donc il faut des infrastructures de stockage et de parking pour stocker un objet qui ne sert pas. Et il faut transporter aujourd'hui, nous transportons aujourd'hui 1,1 personne. Il faut, vous savez, ça a été mesuré partout sur la planète. Si vous passez de 1,1 à 1,3, vous supprimez les bouchons. C'est pas plus compliqué que ça.
20%, c'est entre 20 et 25% pour remonter le seuil à partir duquel vous allez avoir le phénomène de saturation d'une voie. Alors, bon, Madame Pelfic l'a dit, on a une chance extraordinaire à Toulouse, on a ici des acteurs extrêmement innovants dans le domaine des architectures pour la mobilité du futur. Nous avons des sociétés ici, je pense à Couvia, la start-up Couvia d'une part, et à Sterella d'autre part. Nous avons deux entreprises qui ont, dont la deuxième a beaucoup de succès à l'extérieur de la ville. Malheureusement, j'aurais tendance à dire, j'aimerais bien qu'elle en ait autant à Toulouse, clairement, qui ont les moyens, les outils, le savoir-faire pour aller dans cette direction. Mais pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, ce sont les citoyens qui n'arrivent pas à accepter finalement d'aller dans cette direction. C'est-à-dire qu'ils le veulent, mais ils ne le Ils veulent pas. veulent supprimer les bouchons, mais ils ne veulent pas assumer la non-propriété et le covoiturage tel que nous l'entendons. Or, pourtant, le covoiturage tel qu'il est envisagé dans les plans de déplacement d'entreprise est extraordinairement convivial, car il permet de relier des gens entre eux dans la même communauté humaine qui est celle de l'entreprise. Et nous n'y arrivons pas. Donc, si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, il y a vraiment une approche d'éducation sociétale. Et puis, il faut avoir du courage. Parce que quand vous mettez en place ces formules de covoiturage, il faut mettre en place du contrôle. Il faut accepter le contrôle. Et le contrôle, le citoyen le refuse. C'est quelque chose qu'il refuse, le contrôle. Le contrôle et la sanction aussi. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas tout avoir, les droits et les devoirs. Et cela, le contrôle, c'est quelque chose qui fait la différence entre Oslo et d'autres villes. Juste, je crois que vous êtes d'accord, Jean-Michel Latte, avec cet aspect qu'on ne peut pas tout régler d'un coup de baguette magique. Enfin, il faut du temps, c'est ça? Il y a quand même des effets génération. J'entends ce que tu dis, je suis assez d'accord, sauf que je prends l'exemple de mes fils. Quand j'avais 18 ans, je suis allé passer un mois l'été pour gagner 3 sous, acheter une R5 pourrie et j'étais le roi du monde. C'était ça à l'époque. Aujourd'hui, mes fils s'en foutent d'avoir une voiture. C'est pas leur problème. Ils achètent de la mobilité, ils achètent plus des voitures. Et donc, ils fonctionnent, le permis, ils n'ont même pas envie de le passer. Il faut que je les pousse en disant ça peut servir un jour. Et ils n'ont aucune envie d'être propriétaires de leur voiture parce qu'ils sont dans un... Donc je dis qu'il y a quand même un effet génération qui fait que les nouvelles générations sont moins attachées à la propriété de leur véhicule que nous n'étions nous-mêmes autrefois. D'ailleurs, on le revoit sur Politiseur où on a une population un peu plus jeune et où effectivement, en fait là, ce qui se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on attend pour que ça démarre. Nous, les utilisateurs, ce qu'on a, c'est vraiment ça, tout le monde est d'accord, ce serait super bien pour tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui bloque? Comment est-ce qu'on fait pour que ça marche pas? Et justement, je pense qu'on va pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs et comment ils ont trouvé le moyen de le débloquer. Nous allons voir ce qui se passe ailleurs. Alors, quel est le point commun entre Bréa, dans les Côtes d'Armor, l'archipel du Frioul, au large de Marseille, ou Avoriaz, en Haute-Savoie? Eh bien, ce sont des îles ou des stations de ski où la voiture est bannie. On s'y déplace à pied, à vélo ou en petit train touristique. Mais qu'en est-il de nos métropoles? Nadia Pelfic, en région Occitanie, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe à Montpellier? Est-ce que Montpellier fait mieux que Toulouse en la matière? Vous savez, il y a une règle d'or pour la vice-présidente que je suis sur la région Occitanie, c'est de ne jamais opposer ou mettre en concurrence nos métropoles. Je suis très attachée à l'une et à l'autre et elles ont chacune leurs atouts. Par contre, on doit admettre que ce dont on parle est commun à l'ensemble des métropoles et Toulouse et Montpellier ne font pas exception, elles sont congestionnées. Moi qui fais beaucoup le trajet, quand j'arrive à l'entrée de Montpellier autour de 9h, je rencontre les mêmes conditions de circulation que sur Toulouse. Par contre, sur ce que vous évoquiez, sur le fait que d'augmenter le réseau de transport en commun et simultanément de contraindre ou de punir, pénaliser l'usage de la voiture, à l'évidence, ne suffit pas pour contraindre les citoyens, parce que finalement, vous les mettez devant un arbitrage individuel qui est celui qu'ils devraient opérer un arbitrage en faveur de l'intérêt général seuls. Ils ne peuvent le faire que parce qu'ils ont une solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, quand vous faites un abonnement pour l'électricité, vous ne posez pas la question, vous avez besoin d'électricité, vous appuyez sur un bouton, dès lors que vous avez payé, vous avez l'électricité. Ce qu'il faut pour les mobilités et pour changer réellement les choses, c'est avoir des solutions, que la question des transports ne soit plus de votre préoccupation quotidienne. Et là, on revient un peu plus loin que Montpellier, vous avez parlé de Marseille. Des villes comme Marseille ou Paris ont fait sur des panels d'habitants de Paris sans voiture. Et ils leur ont proposé quoi? Du tout en un, des bouquets
de mobilité qui associe le covoiturage, le copartage, du taxi, y compris du prêt de véhicules et la location de véhicules le week-end. Ça se fait à Oslo, ça se fait à Göteborg. Des start-up françaises proposent ces solutions aujourd'hui en Grande-Bretagne. Et donc je crois qu'il s'agit pour nous, non pas d'être dans une injonction paradoxale vis-à-vis de nos concitoyens en disant « si on n'avance pas sans voiture, c'est de votre faute parce que vous êtes mieux dans vos véhicules individuels », ils verront l'intérêt si ça n'est plus un casse-tête et si on n'abdique pas une forme de liberté et qu'on a un gain en liberté, de bien-être, de possibilité d'écouter la musique ou de parler à des gens dans les transports en commun et de pouvoir passer du temps à faire autre chose. Mais pour ça, il faut que ça sorte des préoccupations et qu'on ait une solution aux problèmes de mobilité. Vous avez vu la vignette critère. Bon, c'est sur toutes les métropoles. C'est pas Toulouse, Montpellier. Il y a beaucoup de métropoles. Quelle est la solution, enfin, la contrainte? La contrainte pour beaucoup de gens, c'est j'ai un véhicule qui ne me permettra pas, parce qu'il est trop vieux, de rouler. Est-ce que pour autant, la personne qui a un véhicule qui ne pourra pas rouler n'aura pas besoin de se déplacer? Non. Donc il faut lui offrir une solution. Et ces solutions, elles existent si on panache, y compris en utilisant la digitalisation, ce que font certaines entreprises aujourd'hui, les besoins réels, l'individualisation du besoin. Et à ce moment-là, je pense que si on a cette audace-là, on projettera nos métropoles dans la créativité, les besoins actuels de nos sociétés. François Saint-Pierre, je sais que c'est quelque chose que vous avez étudié, ces solutions d'ici et d'ailleurs, mais commençons par la France. Alors, sur la France, nous, il se trouve on n'est pas en concurrence directe avec Montpellier, parce que je rejoins tout à fait ce qui a été dit, on ne va pas se battre au sein de la région, mais une ville qui nous est très fortement en concurrence, c'est Bordeaux. Bordeaux qui a essayé de faire l'intelligence sur la voiture intelligente, que Toulouse est en train de faire d'ailleurs, puisque effectivement, on a quand même, grâce à des entreprises comme Continental ou Renault qui s'est installé, ici Mag, etc. On a un bon background à Toulouse pour faire l'intelligence de la voiture intelligente. À ce propos, quand même, quelque chose d'important, il faudrait aussi que la recherche publique, et notamment celle d'État, joue le rôle de l'accompagnement, comme a fait le CEAT ou la DGA, technique aéronautique, pour accompagner le développement de l'avion à Toulouse. Le rôle du CEAT à Toulouse est extrêmement important. Il faudrait qu'on ait des laboratoires, et ça commence à venir, puisqu'au CEREMA, il y a une équipe de chercheurs là-dessus qui vient pour accompagner ça, pour accompagner le travail des industriels, pour pouvoir faire le lien. Mais sur le chapitre solutions, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, on sait qu'il y a 3 pistes. La première, c'est l'adaptation de la ville, ce qu'on appelle la marchabilité. C'est très intéressant, cette marchabilité. Tout ce qui est les modes doux. Pour marcher à pied ou faire du vélo, il faut que les parcours soient sécurisés, agréables. On le sait. Donc là, il y a un énorme progrès à faire, et là, on a pris du retard. Et je crois que là, il faut insister là-dessus. Une sorte aussi d'insification, parce que marcher à pied sur longue distance, c'est un problème. Le deuxième aspect qui est en train d'émerger, c'est l'usage de la voiture intelligente. Ce qui coûte cher, souvent, je vois l'exemple du TAD, c'est le chauffeur. Le chauffeur, c'est une ruine. Hein. C'est pas le véhicule qui coûte cher. Et la voiture intelligente pourrait permettre assez rapidement de faire des zones de rabattement autour des terminus de métro avec des navettes qui pourraient s'intégrer au système de manière finalement paradoxalement économique. Parce qu'effectivement, un chauffeur sur une petite navette, ça coûte, c'est pas amortissable quasiment. C'est un luxe qu'on offre à la périphérie. Il faudra que le droit aussi évolue. Voilà. Et c'est pour ça que je disais qu'effectivement, il faut aussi accompagner ça d'usage, une réflexion sur les usages sociaux, etc. Et là, moi, je travaille sur ces questions-là avec l'Université Jean Jaurès. Il faut réfléchir à tout ça. C'est-à-dire que cette loi s'accompagner sur des réflexions, je dirais presque d'ordre anthropologique, d'habitude, etc., que vous avez signalé. N'empêche que le dernier point qui m'a intéressé, parce que c'est celui-là c'est que jusqu'à présent, le service public, c'est-à-dire nous élus, se sentaient responsables de 2 choses. Le transport en commun, en disant, voilà, un transport en commun, et on va réglementer la voiture, en gros. Et souvent dans le sens d'une pénalité. Exemple, la vignette, c'est vécu comme une pénalité, même si tout le monde est gagnant à la sortie, il faut pas se tromper. Beaucoup sont fortement pénalisés là-dessus. Moi, ce que je crois, c'est que tous ces systèmes de start-up, etc., marcheront que si on définit clairement que la mobilité est un service public. C'est là où les exemples qui ont été donnés, comme Oslo ou autres, marchent un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on dit aux gens, c'est un tout. Il y a des start-up, il y a des délégations, je dirais, de services publics pour organiser des covoiturages, choses comme ça, mais il y a une sorte de garantie derrière. C'est-à-dire que les gens basculeront le jour où il y aura la garantie, je dirais, du service public, c'est-à-dire où TCO étendra sa vision, non pas celle des transports en commun, mais celle de la mobilité. Et je pense que M. Doucet commence à réfléchir à ces questions. C'est-à-dire de dire, voilà, nous, on n'est plus
un organisme gestionnaire de transport en commun, mais nous sommes les responsables de la mobilité, et donc on va offrir des services et apporter des garanties. Parce que quand vous avez une start-up qui fait quelque chose d'intelligent, c'est très bien, mais la garantie de l'État derrière, de l'État, de la métropole ici, des services publics, ça c'est extrêmement important. Monsieur Latz. Oui. Ce que vous dites est très important. On a fait quelque chose au mois de mai qui a très bien marché, c'est que Tisséo a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Un ami sur la mobilité. On a dit aux entreprises, voilà, on va avoir à créer un métro, on va avoir tas de choses à faire. C'est sur la mobilité. Maintenant, donnez-nous vos idées et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Il y a 120 entreprises qui ont répondu. Alors, ça va de la très grande entreprise à la start-up. Et 250 projets ont été déposés qui vont tout à fait dans le sens que vous dites. C'est-à-dire que ça va du parking intelligent à l'application qui permet de passer d'un mode à l'autre. C'est le développement du covoiturage, etc. On a eu, à travers ces 120 entreprises de toute taille, un retour qui va bien au-delà des transports en commun et de la verbalisation de l'auto. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dedans. Et on a créé une sorte d'écosystème autour de Tisséo avec ces entreprises ces entreprises nous permettent justement de faire des transports de demain quelque chose de plus intelligent qu'aujourd'hui. En tout cas, c'est l'objectif. Alors après, vous parliez de comparaison. Il faut comparer des villes qui se ressemblent. Je suis sûr que dans l'élaboration d'un plan de mobilité, forcément, on s'inspire de ce qui est fait ailleurs. Voilà. On se voit les uns les autres, mais il faut tenir compte de la réalité du territoire. Toulouse a une caractéristique, c'est immense, c'est très étendu. Quand on va à Bordeaux, on trouve une voirie très large et une ville très regroupée sur elle-même. C'est-à-dire que vous pouvez mettre sur une même voie les tramways, les bus, les voitures, les vélos et les piétons. À Toulouse, on ne peut pas, parce que l'espace urbain ne le permet pas. Donc il faut adapter quand même sa politique aux particularités de l'espace urbain, et Toulouse a un espace urbain très particulier. Très particulier, et ça fait vraiment partie de ces handicaps. C'est ça. Et c'est pour ça que dans le plan 2020-2030, on a intégré des dimensions nouvelles. On travaille beaucoup avec la région sur l'intermodalité avec le rail. La ligne 3 de métro, elle est sur 5 gares. Et c'est sur cet axe-là que la région a décidé de participer au projet. Pourquoi ? Parce que comme on doit aller loin, le réseau toulousain ne servira pas suffisamment. Il faudra qu'on ait des pôles d'intermodalité. C'est un des axes de travail sur lesquels nous sommes allés. L'intermodalité sur laquelle la région est on ne peut plus garante, notamment depuis le transfert des compétences du département à la région. On va pas s'étaler là-dessus, mais là, dorénavant, en termes de transport, la région a un poids très important. Et vous êtes à fond sur l'intermodalité, donc ce qui veut dire qu'on peut passer d'un mode de transport à l'autre, au même endroit. Oui, vous avez raison. On a voulu faire des états généraux du rail et de l'intermodalité, justement pour mettre en place ces nœuds d'intermodalité où vous passez d'un TER à un vélo, à un autre mode de transport, à un bus interurbain. C'est capital pour bâtir une solution, justement, aux problèmes de mobilité de nos concitoyens. Mais aujourd'hui, il nous faut aller plus loin sur des politiques qui relèvent de niveaux de puissance publique qui sont aussi différents de ceux de la région. Vous parlez à juste titre, quand on parle de notion de transport public et qu'on dit qu'il faut passer de cette notion-là à une notion de mobilité, finalement, ça interroge 4 concepts. La question de l'urbanisation, et vous dites à raison qu'il y a la problématique de l'étalement urbain versus sa densification. Or là, il y a des outils de maîtrise foncière, de régulation publique qui n'ont pas été réalisés et qui doivent aujourd'hui, tant qu'elles peuvent être réalisées, parce que dans les chiffres prégnants aussi, vous avez 80% de l'espace public qu'à destination des transports, entre les voiries et les parkings. Or aujourd'hui, quand on connaît à Toulouse les difficultés y compris le prix de l'immobilier qui pousse à l'étalement urbain, qui pousse à l'appauvrissement des gens, puisqu'ils vont habiter plus loin parce que c'est trop cher là où ils voudraient habiter. Du coup, ils ont un véhicule, ils en achètent un deuxième parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils s'appauvrissent sur des crédits. Comme ils s'appauvrissent, ils veulent rentabiliser leur investissement. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent leur voiture. Il y a un autre élément de l'urbanisation qui est à l'évidence celui du développement durable, celui de la digitalisation et celui de l'individualisation. Et c'est qu'à la condition qu'on réponde à ces 4 tendances qu'on passera de la notion de transport public à la notion de service à la mobilité. Et puis moi, il me semble, si vous le permettez, que
dans les offres qu'aujourd'hui on se doit de faire quand on est au XXIe siècle, la 4e métropole de France. Il y a évidemment le dialogue avec l'ensemble de la puissance publique, mais également avec les industriels. Vous parliez, votre thème c'était la métropole sans bagnole. On s'est retrouvé à parler à raison des voitures du futur. Mais que ça soit une voiture autonome, que ça soit une voiture électrique, si vous mettez une voiture propre à la place d'une voiture, vous ne réglez pas la question de la congestion. Vous avez juste, et c'est très important, relevé un des 3 défis de la voiture, qui est le défi environnemental. Mais vous ne relevez pas le défi sociétal et pas vraiment non plus le défi économique où vous avez inventé un nouvel usage. Et donc il nous faut être plus créatif. Et oui, les Actia, les Continental, les Renault Software, le rôle de la région dans sa compétence économique, c'est de les accompagner. C'est pour ça qu'on finance les centres de R&D, c'est pour ça qu'on installe le CEA Tech à la Beige, qui fait justement de la crédibilité, qui accompagne ces projets émergents. Mais pour leur donner des débouchés, des solutions et apporter des solutions à nos concitoyens, il faut bâtir des solutions globales et le tout en un. Regardez, à Göteborg, il y a un système 130 €. Vous avez 130 € par mois, l'ensemble des solutions de mobilité. Et vous avez une application, donc digitalisation, qui vous permet de dire je vais aller du point A au point B et on vous donne toutes les solutions, vous en souciez pas. Donc demain, l'avenir, c'est qu'on, vous et moi, ne pensions plus à notre mobilité, on sait qu'elle est assurée, qu'on reçoive un SMS 10 minutes avant pour nous dire qu'il y a justement du retard sur tel train, nous proposer un nouveau schéma. Finalement, ce que nous faisons avec Waze pour le véhicule individuel, il faut que ça soit couplé avec les différents modes de transport et à ce moment-là, on n'opposera plus l'intérêt particulier à l'intérêt général, les transports publics par rapport aux véhicules individuels et surtout on permettra à nos filières numériques, à nos filières automobiles de se mettre dans les impératifs économiques de demain et de maintenir aussi de l'activité économique, des emplois dans notre territoire et des savoir-faire. C'est formidable parce que quand on vous écoute, on se dit que c'est pour très bientôt. Göteborg, vous avez d'autres exemples. Rappelons donc Jean-Luc Maté, vous êtes à l'origine de la plateforme européenne AirTrack sur les transports intelligents. Vous êtes le mieux à même de nous dire comment ça se passe ailleurs. Les expérimentations, il y en a partout. Et elles sont relativement anciennes. C'est clair qu'à un moment donné, il y a eu, que ce soit les péages urbains, bon, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sujet vraiment d'actualité. Je relisais hier les actes des assises de la mobilité. J'invite d'ailleurs tous ceux qui ont un peu de temps à regarder ces actes des assises de la mobilité, qui me paraissent être assez ouverts et qui n'ont pas tellement filtré des éléments qui auraient pu l'être sur justement la manière de revoir et presque de dire aux gens allez-y quoi, je veux dire faites fi des lois. Faites fi des dictats. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a en France énormément de lois qui s'opposent aux expérimentations, grandeur réelle, aux achats, aux achats de solutions innovantes chez des acteurs qui sont de petits acteurs. Vous avez un problème spécifique. Il y a le on teste aujourd'hui les voitures automatiques intelligentes chez TCO et on m'oblige à mettre à l'intérieur de la voiture quelqu'un qui a le permis transport en commun qui n'a rien à faire. Et ça ne peut marcher que s'il y a cette personne dans... Voilà, c'est quand même assez ahurissant. Si vous regardez les documents qui sont publiés aujourd'hui en France, moi j'ai été très très heureux de voir ça. Revoir la gouvernance locale des mobilités, c'est écrit, quoi. C'est des actes de rébellion totale qui sont aujourd'hui sur le net. Revoir la gouvernance locale des mobilités. Conclusion, quelques balises pour demain. On vous dit clairement, avoir le courage politique et une capacité à se projeter, à arbitrer et à assumer. Bon, mais à Londres, il y a eu ce courage politique, très vite. Les taxis, passage en mode électrique, les péages urbains, pour permettre à un moment donné de dire, bon, mais à un moment donné, ceux qui ont de l'argent et qui peuvent se payer le passage par ce péage vont contribuer à alimenter, grâce à cet argent, des solutions douces pour les autres. Je crois qu'il faut être réaliste. Il faut du courage, mais aussi, il ne faut pas tolérer, il faut zéro tolérance à la déviation des règles. Et ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Vous imaginez un seul accident sur la rocade par jour, et vous divisez par 2 le capacitaire de transport d'une ville comme la métropole de Toulouse. La tolérance doit être zéro. Zéro
à rouler quand on n'a pas le droit de rouler, 0 à se garer quand on ne paie pas son péage, 0 quand on produit des accidents en faisant des fautes graves de conduite et en faisant des incivilités. Je pense que nous avons aujourd'hui des exemples peu partout, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons en général et les pays nordiques, de gens qui ont mis en place des solutions, mais qui ont mis en place le contrôle pour valider que ces solutions fonctionnaient et d'une manière implacable. Vous comprenez? Vous pouvez pas être citoyen et refuser finalement d'aller dans le sens de la citoyenneté lorsque vous avez lorsque vous êtes en situation de mobilité. Donc sur la planète Terre, moi ce que je constate, c'est que là où ça marche bien, il y a les gens qui ont revu leur organisation et leur gouvernance des mobilités. La force publique est là, la police aussi est là. Le ministère des Transports et de l'Aménagement du Territoire est là. Ce qui manque aujourd'hui, c'est que, là, en France, on a des silos. On n'arrête pas de couper tout en rondelles. Monsieur parlait des problèmes d'urbanisation tout à l'heure. Pourquoi les problèmes d'urbanisation ne font pas partie de l'approche systémique du transport terrestre intelligent? Pourquoi? Parce que nous sommes en France. Et que nous avons finalement tous ces silos qui permettent à un moment donné de mettre de l'excellence verticale, mais pas transversale. Et donc, moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que à Toulouse, si ce débat peut avoir lieu, on peut être optimiste. Il y a un appel du pied. Jean-Michel Latte, parmi toutes les solutions là qu'on vient d'évoquer, lesquelles sont les plus applicables à moyen terme à Toulouse? Alors, il ne faut surtout pas se dire lesquelles. Il faut dire toutes. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens dans ma fonction d'organisation des mobilités, c'est qu'il faut surtout ne rien exclure. On est en train, chez Tisséo, de prendre des parts sociales chez Cities, l'autopartagé. On est actionnaire de Cities. Pourquoi? Parce que Cities apporte une solution de mobilité excellente que l'on veut soutenir et qui correspond à l'autopartagé. On met en place sur les parkings terminaux du métro des spots covoiturage. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que si on ne le fait pas, ça se fera sans nous. Et donc, on a aujourd'hui, le vendredi soir sur Ramonville, par exemple, des voitures partout de covoiturage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un parking covoiturage. Donc, il faut vraiment être large. Et si on commence à se dire, je vais faire ci, je vais faire ça, ça ne sera jamais suffisant. Il faut tout faire. Il faut tout faire, y compris en intégrant ce que disait Nadia tout à l'heure, c'est-à-dire les nouvelles technologies qui servent de support et qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Ouais. Donc il faut être sur une multi-action politique comme on va faire de la multimodalité. C'est un peu la même chose. Thomas Champion, qu'en disent nos citoyens sur Politiseur? Alors déjà, ils ne se sentent pas vraiment responsables des congestions. Enfin, en fait, à titre individuel, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a dit je reconnais que on est trop nombreux à partir en même temps en vacances. C'est le sketch de Coluche, ça. Mais voilà. Mais il n'y en a pas. Et en fait, là, ce qui est assez étonnant, c'est de parler de la métropole sans bagnole, et on n'a fait que parler de la bagnole, en fait, aujourd'hui. Enfin, autour de la table, quoi. Et le grand sujet, c'est le côté vélo. C'est ce qui intéresse vraiment enfin, c'est ce qu'on a les plus grands retours. C'est sur cette approche-là. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Il y a le vélo. Et la marche à pied, ça c'est un truc qu'on a oublié, mais en fait, pour aller d'un point, on peut aussi marcher, ça marche pas mal aussi. Enfin, quand on peut. Mais vraiment, c'est sur cette côté un peu, et ça dépend aussi évidemment du public qu'on peut avoir, qui correspond à Politiseur, qui est des utilisateurs un peu jeunes et qui sont actifs et qui sont prêts effectivement à faire cet effort-là de prendre le vélo, ou qui ne le font pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment une approche aussi qui était évoquée sur la question de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'idée de dire on n'est pas dans une taxation de la voiture et on n'est pas dans un côté répressif, mais plus dans un côté, si on apprend aux enfants à faire du vélo, que c'est agréable, que c'est bien pour la santé et que c'est sympathique, ils vont effectivement, comme aux enfants, pas s'imaginer à prendre une bagnole ou avoir une voiture. Ce réflexe-là, il vient aussi d'une manière, de tout un tas d'alternatives possibles qui sont mis à disposition des citoyens. Et du coup, là, ils ont des avis très pratiques sur pourquoi est-ce que c'est la signalisation vélo, il y a des choses à améliorer. Par contre, il y a beaucoup de félicitations sur les pistes cyclables. Il y a un effort qui a été fait et que c'est vraiment appréciable. Qu'il y a une valorisation des voitures, du vélo par rapport à la bagnole sur des systèmes à double voie, alors que la voiture est restée sur une seule file. Tout ça, c'est vraiment remarqué et je trouve ça assez remarquable, et ils veulent aller un peu plus loin dans cette
option-là, et il y a des questions alors qui peuvent être très pratiques, c'est pourquoi l'hypercentre de Toulouse n'est pas piéton, par exemple. Voilà, ça fait partie des questions, plutôt que de commencer à réfléchir à des voitures autonomes qui viendraient nous chercher, parce que ça c'est vraiment le truc moi qui me tient à cœur, c'est le côté j'ai besoin d'aller à tel endroit, j'appelle et il y a une voiture qui vient et qui me récupère. J'avais vu une des études de l'EMTech qui montrait que on divisait par 4/5 le nombre de voitures si on avait besoin si une voiture partagée autonome uniquement quand on en a besoin, quoi, pour répondre aux questions de mobilité. Voilà, donc la question c'est pourquoi est-ce que l'hypercentre, pourquoi est-ce qu'on commencerait pas par là? Qu'est-ce qu'il y a comme frein et qu'est-ce qui pourrait, comment on pourrait faire? C'est Latte qui vous poser la question. Il y a quelques années, on s'aperçoit qu'on se gare sur le quai de la Dorade, qu'on se gare sur la place du Capitole, etc. Et donc, il y a eu des tas d'avancées politiques qu'on mesure peut-être pas aujourd'hui. En 2005, on casse la transversalité, c'est-à-dire qu'on peut plus aller par le centre-ville d'un point à l'autre. On oblige à tourner. Ensuite, notre prédécesseur, Pierre Cohen, a bloqué la place du Capitole avec des plots. Donc, il y a une avancée qui se fait. Mais ça se fait dans le temps. Le faire brutalement, la ville, c'est un organisme vivant. Et moi, je me méfie toujours de la décision brutale mais magique qu'on va prendre et qui va tout arranger. Pourquoi? Parce qu'on a pris des effets pervers qu'il faut compenser. On a des villes qui se sont désertifiées parce qu'elles devenaient inaccessibles. On avait sorti la voiture, on n'avait pas mis l'alternative. Et puis, il y a toujours des catégories de personnes dont il faut prendre garde pour leur liberté. Moi, aujourd'hui, j'ai des problèmes avec les médecins, avec les artisans, qui me disent comment je fais pour aller en centre-ville. Des questions aussi, voilà, ils ne savent pas. Et les déménagements, et les départs en vacances. Alors après, c'est une pédagogie. Par exemple, on est en train d'installer une signalétique nouvelle qui est très intéressante, depuis 15 jours, c'est tout récent, qui va changer toute la signalétique en place, qui vous donne le trajet en temps à pied. On vous dit, vous êtes place du Capitole, vous avez une flèche qui vous dit, Esquirol, 4 minutes et demie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ça, apprendre aux gens que parfois, il vaut mieux le tenter à pied ou en vélo que de le tenter en voiture. Et donc, il y a cet effort pédagogique, mais après, on est en tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout, la piétonisation progresse. Arnaud Bernard, il y a quelques jours, d'autres rues du centre-ville avec des plots rétractibles, mais il faut quand même ne pas oublier les fonctionnalités. Il faut qu'un médecin puisse toujours aller quelque part, qu'un artisan puisse venir changer une baignoire, qu'une famille puisse s'approcher avec ses enfants, etc. etc. Vous avez une vision à plus ou moins long terme de ces évolutions-là? On est sur des étapes. Actuellement, on est sur un bornage qui se renforce, puisqu'on a toute la partie Saint-Cernin-Arnaud Bernard qui est en cours de passage en semi-piéton et avec borne. Voilà. Et je peux penser qu'à l'intérieur de la grande couronne des boulevards, on arrivera à une forme de, je ne dis pas piétonisation, de semi-piétonisation, puisqu'il faudra quand même garder les fonctions de base de certaines catégories de la population. Alors justement, est-ce que le temps qu'il faut prendre pour modeler les esprits à ces changements-là, est-ce que le véhicule intelligent, le transport intelligent, la voiture autonome, les navettes autonomes, est-ce que ça va accélérer ce mouvement-là? Est-ce que finalement, si on les a dans 10-15 ans, ça ne va pas révolutionner nos villes? C'est ce que l'OCDE dit tous les jours. Aujourd'hui, toutes les enquêtes et toutes qui ont été produites aujourd'hui démontrent en effet, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que ce schéma d'utilisation d'un véhicule qui soit électrique, partagé, à la demande, d'un clic, qui vient vous chercher dans une approche à la fois de covoiturage, d'autopartage, etc. C'est clair que ça permet définitivement de résoudre. D'ailleurs, ce véhicule ne ressemble pas à une voiture. Souvent, il ressemble à un pod, un people mover, disent les Anglais. C'est un people mover. C'est plus une voiture au sens noble du terme. Elle n'a pas les fonctionnalités d'une voiture automobile. Une voiture, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez aller dans les Pyrénées, monter à l'Annapurna. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec une voiture. Elle a été construite pour faire des choses qui sont extraordinairement complexes, dont vous n'avez pas besoin au centre-ville. Donc, vous avez besoin d'un people mover. Si vous pouvez le faire à pied ou à bicyclette, vous pouvez le faire avec autre chose qu'une voiture. Donc, il y a bien sûr aujourd'hui ce phénomène qui est lancé. Il est lancé, il est sur les rails. Je peux vous le confirmer, sur la planète entière, le phénomène est parti. Par contre, ce phénomène va dépendre intégralement de la politique des métropoles. Ce ne sont pas les constructeurs qui imposeront leurs solutions, ce sont les métropoles qui feront le nécessaire au niveau de l'urbanisme, au niveau des installations, pour permettre
à ce que cela puisse se passer. Et il est clair que l'étape préliminaire, en ce qui me concerne, c'est bien évidemment que le covoiturage prenne son ampleur. Il faut très vite que le covoiturage prenne son ampleur. Les gens me posent la question sans arrêt, mais monsieur Maté, alors vous en êtes où du covoiturage chez Airbus ? Voilà les questions que me posent mes amis étrangers, à Munich, à Francfort et ailleurs. Ils sont très forts d'ailleurs en covoiturage Airbus. Et ils sont très forts en covoiturage, ils sont très forts peut-être, mais pas suffisamment forts. Ils ne sont pas suffisamment forts. Je veux dire, aujourd'hui, il faut, un, que le covoiturage marche définitivement, et deux, il faut que la ville commence à réfléchir d'une manière holistique et globale à être prête à accueillir des solutions de mobilité de tout type. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui ne va pas se faire en claquant des doigts. Mais si je vous entends bien, quand même, c'est un objectif à moyen terme. On devrait pouvoir y arriver là dans les 15 ans qui viennent. C'est quelque chose d'imaginable. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Monsieur parlait tout à l'heure de l'éducation des enfants à l'école pour apprendre à faire du vélo. Ouais, vous êtes au courant, ça n'existe pas pour le moment. Hein. Commençons par dire et tout cela c'est dans relisez ces actes de l'assise de la mobilité, vous verrez c'est écrit. Il est écrit qu'il faut apprendre aux enfants à faire du vélo. On mettra un lien sur le site internet du journal toulousain. Nadia Pelfig pour conclure. Écoutez, en conclusion, non, c'est un débat itératif. Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Je crois que vous avez très justement dit qu'on a beaucoup parlé voiture. Vous avez indiqué que les citoyens voulaient parler vélo. La réalité, c'est peut-être que beaucoup d'abonnés sur Politiseur font partie de ceux qui sont dans un rayon de 3 km. Et qui donc utilisent des modes de déplacement sur 3 km. Donc ça détermine peut-être plus le rayon de Politiseur aujourd'hui. Parce que finalement, y compris pour le vélo, il y a aujourd'hui des conflits d'usage dans les voies piétonnes, dans l'usage du vélo. Et ces conflits d'usage, il faut impérativement les régler en urgence parce que ça donne une image défavorable justement des mobilités actives. Il y a un autre sujet aussi, c'est qu'on parle du vélo, mais Toulouse n'est pas une ville que de jeunes ou de sportifs. Et donc, pour que ces mobilités actives soient accessibles, il y a notamment le vélo électrique. Moi, je suis déçue et je regrette que les incitations financières aient été abandonnées récemment par le gouvernement pour l'achat de vélos électriques, parce que ça permet d'amener sur des mobilités actives des gens qui n'en ont pas ou qui pensent ne pas en avoir la capacité. Et de manière plus globale, si quand on parle transport, finalement on ne parle que vélo, que voiture, ou même voiture autonome, à ce sujet, nous on accompagne un Living Lab sur Autocampus, sur l'université de Rangueil, pour justement permettre l'essai de véhicules autonomes sans chauffeur. Donc je vous invite c'est déjà, parce que justement, sans parler de brutalité, et vous avez raison, il faut jamais être brutal, mais je pense qu'on peut aller pousser un peu plus d'audace, se dire qu'on peut être créatif comme d'autres villes l'ont été ou le sont aujourd'hui, et que si par ailleurs on prend ça dans une dimension globale d'aménagement, qu'on crée par exemple des quartiers où on peut travailler et vivre et se divertir, les déplacements du coup ne sont pas abordés de la même manière. Et puis il y a d'autres sujets qui vont avec les transports, c'est-à-dire que si vous faites des points de transport plus simples, vous pouvez aussi inventer des modalités de travail différentes avec les tiers-lieux, les espaces de coworking. Ça a des impacts sur le prix de l'immobilier, et donc vous réglez avec les transports un vrai sujet de préoccupation quotidienne, mais vous réglez aussi d'autres problématiques qui aujourd'hui pèsent sur nos concitoyens, et ça contribue de mon point de vue à combattre les inégalités. Les véhicules dont on parle aujourd'hui, intelligents, autonomes ou électriques, seront des véhicules coûteux, parce qu'ils nécessitent des technologies coûteuses. Et donc, chacun d'entre nous ne sera pas en capacité financière d'être propriétaire de ce véhicule. Et c'est donc une raison supplémentaire pour passer de la notion de propriété à la notion d'usage. Ça sera aussi une des manières de combattre les inégalités dans nos territoires. Bon, écoutez, moi j'ai entendu plein de solutions. Désolé, Monsieur Saint-Pierre, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Donc, j'ai entendu... Et à pied en mode actif. J'ai entendu plein de solutions qu'on va pouvoir réentendre sur le site internet lejournaltoulousain.fr. Plein de solutions. Merci à Étienne Brault et son équipe pour la technique. Merci à Loïcos de la place Saint-Aubin qui nous a accueillis. Merci à politiseur.com, et le débat se poursuit sur politiseur.com. Et je vous ai menti, je n'ai pas le dernier exemplaire du JT que vous pouvez trouver en kiosque avec ce dossier spécial sur la voiture. Est-il possible de se passer de la voiture à Toulouse? Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.